Merci, madame. Il m'est demandé d'exposer en 10 minutes chrono à peu près l'expérience de la Cour de cassation du Burkina Faso en matière de préparation des décisions judiciaires. Je vais le faire en 2 étapes. La première consiste à vous faire part un peu des mécanismes prévus par la loi et des mécanismes forgés par les habitudes qui encadrent donc la préparation de nos décisions. Ça, c'est le premier temps. Et le second temps sera consacré, évidemment, aux difficultés qui sont les nôtres en matière donc de préparation des décisions judiciaires et les solutions que nous avons trouvées ou les débuts de solutions que nous envisageons. Mais disons que la Cour de cassation du Burkina Faso a été créée en 2000. C'est par une loi constitutionnelle du 11 avril 2000 qu'elle a été créée après l'éclatement de la Cour suprême. Avant, c'était la Cour suprême. Elle a volé en éclats pour donner naissance à 3 hautes juridictions. Et actuellement, elle est régie par une loi organique de 2016. Et à l'instar de toutes les autres juridictions supérieures d'Afrique francophone, de l'ordre judiciaire en tout cas, la Cour de cassation du Burkina ne fait pas exception. Elle est chargée du contrôle de la légalité, elle est chargée du contrôle de la régularité de l'application de la règle de droit par les juridictions du fond sur toute l'étendue du territoire. Donc ça, ce n'est pas une innovation, c'est commun à l'ensemble des juridictions supérieures, en tout cas d'inspiration francophone. Ces décisions constituent, on le sait, l'aboutissement de tout un processus qui se déroule en amont. La Cour de cassation du Burkina est composée de 4 chambres, que sont les chambres civiles, sociales, commerciales et criminelles. Elle peut également siéger en chambre mixte ou en chambre réunie. Et la procédure applicable est la même devant toutes ces chambres, à l'exception de la chambre criminelle qui comporte quelques particularités. Elle siège en formation collégiale impaire, 3 magistrats au moins, qui délibèrent à huis clos avant de prononcer public la décision. Exceptionnellement, là c'est peut-être une particularité, le premier président ou le président de chambre par lui délégué peut, par ordonnance, surseoir à l'exécution d'une décision rendue en dernier ressort et qui a fait l'objet de pourvoi. L'un des défis auxquels la Cour de cassation du Burkina est confrontée est celui de produire des décisions qui soient accessibles aux juridictions du fond ainsi qu'aux justiciables. En quelque sorte, elle doit par ces décisions parler aux juridictions du fond en se donnant toutes les chances d'être entendues, évidemment. Pour ce faire, il est important que ces décisions soient suffisamment motivées. Et d'ailleurs, la motivation de la décision judiciaire, on le sait tous, plus qu'une nécessité, est une exigence légale dont le non-respect est sanctionné par la nullité. Il appartient alors à la Cour, à travers les juges qui l'animent, au vu des moyens légaux dont elle dispose, de bien s'organiser et réunir l'ensemble des éléments nécessaires pour rendre une décision bien motivée. C'est tout l'intérêt et l'importance de la phase préparatoire. Au niveau de notre Cour, un ensemble de mécanismes prévus par la loi ou découlant des usages, comme je le disais, module la préparation donc de ces décisions. Donc, il y a d'abord, de par la loi, la phase préalable d'instruction qui s'ouvre dès l'enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour de cassation. Et le pourvoi dans les matières autres que pénales est introduit obligatoirement par un avocat. Le président de chambre désigne parmi ses conseillers, une différence avec le Sénégal, celui qui sera chargé d'instruire le dossier.
Ce conseiller rapporteur veille à la communication des pièces et mémoires entre les parties par le biais du greffe, conformément aux délais légaux. En général, c'est 2 mois. Et dans le respect du principe donc du contradictoire. La possibilité est également offerte par la loi aux demandeurs de régulariser, ça c'est une autre particularité, le pourvoi qu'il a formé. Le dossier de la procédure communiqué par la juridiction du fond est également exploité pour mieux préparer la décision. Au regard des questions de droit soulevées dans la procédure, le conseiller rapporteur peut recourir au service de la documentation et des études qui existent également chez nous pour plus d'amples recherches. Les précédents et la doctrine contribuent efficacement à l'amélioration de la qualité de la décision qui sera donc rendue. Après s'être assuré des échanges de mémoire et des pièces entre les parties, le conseiller rapporteur examine les questions relatives à la déchéance, au désistement, au non-lieu, à l'irrecevabilité, puis il clôture l'instruction par la production d'un rapport, d'une note sur le litige et d'un ou de plusieurs projets d'arrêt. Le dossier est transmis sans la note et le ou les projets d'arrêt au procureur général pour la production de ses conclusions si le président de chambre compétent valide évidemment la clôture décidée par le conseiller rapporteur. Donc, le procureur général joue un rôle important dans la préparation de la décision à travers ses conclusions écrites qui peuvent être développées à l'audience. Il procède aux recherches nécessaires en prenant en compte certaines réalités qui peuvent échapper au siège. Il peut également annexer à ses conclusions toute pièce pouvant éclairer la Cour s'il le juge nécessaire. Une fois les conclusions du procureur général produites au dossier, le président de chambre fixe la date de l'audience. Le rapport du conseiller ainsi que les conclusions du procureur sont portés à la connaissance des parties à l'audience. La procédure étant essentiellement écrite, la loi permet toutefois aux parties et à leurs conseils de faire des observations orales sur les conclusions et moyens produits au dossier. La Cour s'assure de la régularité de la procédure et met le dossier en délibéré. La Chambre échange autour des différents moyens soulevés, les réponses des parties et les conclusions du parquet avant d'examiner le projet d'arrêt qui est proposé par le rapporteur. Elle se prononce tout d'abord sur la solution proposée par le rapporteur avant d'amender méticuleusement le contenu de l'arrêt qui est signé par le président de chambre et le greffier. La mise en œuvre d'un tel mécanisme, quoique cohérent, n'est pas sans poser quelques difficultés. Et c'est la deuxième phase de mon petit exposé. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais vous avez déjà quasiment expiré votre temps de parole. Donc, je ne sais pas si on a véritablement le temps de passer à la deuxième phase. Est-ce que vous pouvez la résumer en 1 ou 2 minutes? Oui. La deuxième phase qui est consacrée aux difficultés rencontrées, en fait, elles peuvent se résumer en des difficultés tirées des lacunes de notre texte, le texte qui est applicable, puisque le texte est applicable à notre procédure de préparation de nos arrêts, il faut aller le chercher au niveau du Code de procédure civile. Actuellement, la solution que nous recherchons serait de faire adopter une loi dans laquelle on va détailler la procédure applicable devant la Cour de cassation dans un texte qui soit le texte qui est d'application au niveau donc de la Cour de cassation. Parce que même en renvoyant au Code de procédure civile, évidemment, l'articulation des moyens n'est pas très réglementée au niveau de notre législation. Cela fait que les plaideurs, notamment les avocats, ont souvent des difficultés. Et par voie de conséquence, les conseillers rapporteurs également ont des difficultés pour même la compréhension des moyens qui sont avancés contre les arrêts qui sont produits. Donc, je vais m'arrêter là puisque j'ai épuisé mon temps. Merci de votre attention.